C'est justement ça, qui a été redit, c'est une méconnaissance de beaucoup de nos concitoyens sur l'histoire du pays. Je répète, quand on a commencé à parler de l'enseignement de l'ONTANA facultatif, je pense, comme beaucoup d'autres, il aurait dû être obligatoire. Le taux de, je dirais, de pression qu'exercent les parents sur les enseignants pour avoir un enseignement de qualité est souvent très faible. Histoire, éducation, culture ou encore jeunesse, les sujets évoqués par le public sont variés. Des réactions suite à l'intervention de l'anthropologue Benoît Trépied. Dans sa conférence, le chercheur au CNRS interroge son auditoire sur le processus de décolonisation du pays. Jusqu'où peut-on décoloniser le pays? C'est une façon de poser une question au cœur de l'actualité et à laquelle je vous dis tout de suite, je n'ai pas la réponse, puisque cette réponse, elle vous appartient, elle ne m'appartient pas. Donc voilà, le métier d'anthropologue, c'est aussi poser des questions dont on n'a pas les réponses. Et faire... Décoloniser la Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'est le titre de son ouvrage publié en mars dernier. Un livre dans lequel Benoît Trépied apporte un éclairage scientifique sur les événements survenus ces 40 dernières années. À Pointe-d'Imier, une centaine de personnes ont fait le déplacement pour l'écouter. En tant qu'ancien pédagogue, c'est de dire, c'est ce qu'on appelle dans le jargon à nous, en enseignant, la transposition didactique. C'est-à-dire que lui, il a le savoir savant, ses recherches, et il a approfondi l'histoire du pays, tout ce qui est passé, il a analysé en tant qu'anthropologue. Et là, dans cette conférence, eh bien, voilà, je me sentais comme un élève devant son maître et qui explique très bien, qui me le fait encore mieux comprendre, quoi, en fait. J'ai appris beaucoup de choses durant la conférence parce qu'il a expliqué comment on en est arrivé là, pourquoi il y a eu les émeutes de 2024. Je voulais juste voir en fait, ce qu'il disait, décoloniser la Kanaki Nouvelle-Calédonie, ce que ça pouvait représenter pour lui, etc. Et en fait, ça a été très intéressant. Très intéressant. Et c'est une conférence qui aurait dû être faite plus en amont. Ce que j'aurais voulu comme une critique, c'est justement la suite, en fait, qu'il propose justement sa vision de la décolonisation et jusqu'où, finalement, il n'a pas répondu. Alors peut-être qu'il le dit dans son livre à la fin, mais jusqu'où on peut aller dans la décolonisation après avoir fait le constat, quelle est la solution, quelle piste on peut avoir. Vous restez un peu sur votre constat. Là-dessus, oui. Aux questions sur le projet d'accord signé à Bougival, Benoît Trépied invite le public à trouver des éléments de compréhension dans son livre. Un ouvrage disponible lors de ses conférences, dont les prochaines sont prévues ce mercredi à Bourail et jeudi à Koné. C'est avec respect et humilité qu'aujourd'hui, toute l'équipe de l'ABC, tout le monde on vous remet à vous, la mairie, le fruit du travail de l'ABC, l'Atlas de la biodiversité communale de Poum. 2 ans après les premiers travaux sur le terrain, la mairie de Poum reçoit officiellement son ABC, son Atlas de la biodiversité communale. Un ouvrage de 200 pages qui répertorie 17 groupes et sous-groupes de la faune et de la flore de la région de Poum. De Poum, on a ciblé à couvrir le maximum du territoire communal. Ça représente donc aujourd'hui 36 fois la commune de Farino ou 17 fois la ville de Paris. Mais ça représente en termes de données, d'acquisition de données, plus de 26 000 points d'observation brute. Pour le travail de terrain, près de 130 personnes ont contribué à ce projet, des scientifiques et des naturalistes internationaux et locaux, mais surtout les habitants de Poum eux-mêmes. C'est le cas de Jean-Paul, grand chef du district de Nénéma. Moi, je ne pensais pas que c'était aussi riche, hein. Mais avec tout le travail et avec le résultat, là, mais on voit que c'est riche. Hein. Ce qui a permis de, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, de connaître notre biodiversité chez nous, hein, dans notre commune, dans nos tribus, dans nos îlots. Donc c'est à nous maintenant de préserver. La découverte majeure au niveau participatif avec la population de Poum, ça a été la découverte d'un escargot aquatique par un propriétaire. Cette personne-là, aujourd'hui, est fière d'avoir découvert une nouvelle espèce sur sa commune.
Cet état des lieux de la biodiversité permettra à la mairie, mais aussi aux populations de l'extrême nord, de mieux veiller sur leur environnement. Quand on parle de biodiversité, maintenant on sait de quoi on parle, on a un visuel sur la biodiversité qui nous entoure. Et ces travaux nous ont conduit également à aussi se pencher sur notre plan d'aménagement communal, puisque grâce à cet atlas-là, des zones ont été répertoriées pour sauvegarder certaines espèces, notamment le deckmine, mais pour d'autres aussi. Cet atlas offre aussi tout un volet de cartographie des enjeux divers, à l'exemple de celle des forêts humides qui intéresse beaucoup la mairie. À travers cet atlas aussi a été répertorié les galeries de forêt, ou qui sont des milieux propices aux ressources en eau, comment les préserver pour éviter justement la commune est une commune qui a beaucoup de difficultés ressources en eau, comment préserver ça pour pas que la situation s'aggrave. Ce projet a été financé par l'Office français de la biodiversité en partenariat avec la mairie de Poum pour un montant de 18 millions de francs pacifiques. 200 exemplaires ont été édités pour la mairie de Poum et sa population. Thon, espadon, marlin, ces grands poissons figurent parmi les mets les plus prisés du lagon calédonien, mais derrière leur chair savoureuse se cacherait un risque sanitaire majeur. Certains spécimens afficheraient des taux de mercure jusqu'à 20 fois supérieurs aux normes européennes. Il y a des poissons qui ne peuvent pas être commercialisés et consommés sans faire courir aux consommateurs des risques importants pour leur santé. La meilleure preuve en est que depuis 2007, l'Union européenne interdit l'importation de ces poissons sur son sol. Le danger vient du méthylmercure, un puissant neurotoxique. Il se forme dans l'océan à partir du mercure rejeté dans l'atmosphère par les activités humaines. Combustion du charbon, industrie, orpaillage, ce poison s'accumule au fil du temps dans la chair des poissons, en particulier chez les grands prédateurs comme le thon ou le requin. Plus un poisson est gros et vieux, plus il est contaminé. La quantité de mercure qui va être accumulée par les pélagiques, elle dépend de leur profondeur d'alimentation, puisqu'on sait que le méthylmercure, qui est, donc on a expliqué au début, qui est vraiment formé par des bactéries sulfato-réductrices, il a plutôt tendance à être formé en profondeur. Donc on ne sait pas exactement, ça dépend des zones, mais c'est plutôt vers 200, 300, 400 mètres de fond. Et donc suivant par exemple si un thon, on va dire, est capable d'aller se nourrir en profondeur, il va accumuler plus, tout simplement. Donc par exemple, le thon bachi en Calédonie a plus de méthylmercure que le thon jaune, et plus que la bonite à ventre rayé, par exemple. Si la consommation de poissons pélagiques peut susciter des inquiétudes, pour les scientifiques, il faut toutefois dissocier le mercure total du méthylmercure. Et quand on regarde les différentes formes, on se rend compte que dans certaines espèces de marlins, notamment le marlin bleu, a priori, le marlin serait capable de déméthyler dans son organisme le méthylmercure. Et donc finalement, il ne présente que 15% de méthylmercure dans sa chair. Donc si on mesure le mercure total, on peut avoir peur d'une concentration élevée. En réalité, il faut diviser cette concentration pour arriver seulement à 15% de méthylmercure. Donc finalement, même si les concentrations de mercure total sont élevées, on a un marlin qui pose beaucoup moins de risques pour la santé humaine. Au pays, les seuils s'alignent sur ceux de l'OMS, pas plus d'1,6 mg de méthylmercure par kilo de poisson par semaine pour les enfants et les femmes enceintes, et 3,3 mg pour les adultes. En Europe, la limite va jusqu'à 1 mg par kilo pour les espèces les plus contaminées. Conséquence, thon, marlin ou espadon calédonien sont interdits à l'export vers l'Europe. C'est extrême en termes de précaution, c'est 10 fois inférieur au seuil toxique pour l'être humain. Et nous, on est sur des normes plutôt Organisation mondiale de la santé, sur les îles du Pacifique, qui sont des îles qui sont gros consommateurs de poissons, contrairement à l'Hexagone. Pour EPLP, la réponse institutionnelle est insuffisante. L'association réclame le retrait de certains poissons de la vente, évoquant des conflits d'intérêts entre les autorités sanitaires et la filière halieutique. On demande à ce qu'un prélèvement libératoire soit fait, c'est-à-dire qu'à l'arrivée aux pêcheries, on prélève de la chair des poissons. S'il est en dessus du seuil, eh bien, le poisson doit être éliminé hors circuit d'alimentation animale ou humaine. Et si il est contaminé en dessous de ce seuil, eh bien, il peut être voué à la commercialisation.
et que l'appareil dont a été doté gratuitement le syndicat des pêcheurs hauturiers par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soit utilisé. Donc, vous ne pensez pas qu'il y a un conflit d'intérêts en ayant mis à disposition cette machine auprès des pêcheurs hauturiers? Donc, l'idée, c'était de pouvoir leur donner les moyens de contrôler le poisson qui pêche, d'accord, de leur donner d'être pédagogique là-dessus, ce qui n'empêche pas à la DAVAR de faire des contrôles et de mettre en place des contrôles pour s'assurer d'une indépendance un peu des contrôles. Mais on va être très clair, ils n'ont aucun intérêt à tricher là-dessus parce que ce serait préjudiciable pour eux. Face à cette alerte, la DAS recommande de limiter la consommation des poissons pélagiques. Si des brochures d'information ont été diffusées, l'information reste encore trop peu relayée auprès des consommateurs.